Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter au nom de l'équipe de Sagesse Bouddhiste et de l'Union Bouddhiste de France de très belles fêtes de Noël, placées sous le signe de la paix et de la compassion. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la suite de nos émissions consacrées à la Mongolie. Nous avons pu voir la semaine dernière l'histoire incroyable de ce vaste pays et sa rencontre avec le bouddhisme. Nous allons nous arrêter plus précisément aujourd'hui sur le récent voyage de Sa Sainteté le Pape François en Mongolie. La visite de François dans cet immense pays désertique du 1er au 4 septembre a constitué une première pour un souverain pontife. Si la proximité géographique du pays avec la Russie et la Chine n'y est pas étrangère, on peut se demander quelles sont les autres raisons de cette visite. Quels en ont été les temps forts? Qu'en est-il du paysage religieux de la Mongolie d'aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Éric Vincent. Bonjour Éric. Bonjour Aurélie. Et un très bon Noël. Très joyeux Noël à toi aussi. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en philosophie politique, enseignant à l'Université catholique de Lille en anthropologie des religions et psychologie de la religion. Vous dirigez également l'Institut d'études bouddhiques. Alors, Éric, la semaine dernière, on s'est arrêté au moment où les bolcheviks ont envahi la Mongolie. On a vu le désastre que ça a pu être, aussi bien pour les Mongols que pour la tradition bouddhiste. Aujourd'hui, on en est où ? Alors en fait, depuis le début des années 90, donc la chute du système soviétique, la Mongolie est devenue un État véritablement indépendant, dans une région quand même complexe du point de vue géopolitique, donc pris entre deux géants qui ont des visées impérialistes, la Russie d'une part et d'autre part la Chine. Et donc la Mongolie essaye d'être une démocratie, de se moderniser sans perdre en même temps son identité et au contraire en gardant sa spécificité au fond entre donc ces deux grands systèmes que sont d'une part la Chine et d'autre part la Russie. Et donc il y a aussi un régime de liberté religieuse, de liberté d'opinion, qui tranche aussi pas mal avec ce qui peut se passer chez les voisins. Donc toutes choses qui font que c'est un espace particulièrement important pour cette région et pour le monde aussi, entre donc ces deux géants, d'avoir cette sorte de fenêtre que constitue ce grand pays en termes de kilomètres carrés, mais en même temps un petit pays en termes de population, puisqu'il y a à peu près 3 millions de Mongols, en tout cas en Mongolie indépendante, parce qu'il y a des Mongols en Russie, des peuples mongols, et aussi en Chine, ce qu'on appelait la Mongolie intérieure. Mais pour ce qui est de la Mongolie indépendante, voilà, c'est en effet un endroit donc important d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Ce qui explique pourquoi elle est en ce moment complètement sous le feu des projecteurs. En partie, tout à fait, oui. Il y a eu donc un voyage du président Emmanuel Macron sur place, qui était une première aussi historique. Et puis en effet, le voyage de Sa Sainteté le Pape François, qui est aussi une première historique et qui montre en effet que les projecteurs se braquent sur ce pays. Alors, avant de revenir sur cette visite du pape François, j'aimerais que vous me disiez un mot des liens entre le christianisme et le bouddhisme, parce qu'en Mongolie, bouddhisme mongol, comment est-ce que tout cela a évolué ? Alors en fait, d'abord, on avait souligné dans la précédente émission que donc il y a un brassage de religions incroyable dans cette région, et le christianisme en était parti. Il y avait le christianisme nestorien venu de Perse, il y a le christianisme orthodoxe qui est venu avec l'influence russe. Il y avait des catholiques aussi. Donc il y a, par exemple, dans l'histoire, un certain nombre notamment des femmes de Khan, de princes mongols, certains princes eux-mêmes qui étaient chrétiens ou qui avaient une éducation chrétienne. Pour dire que donc il y a déjà des liens anciens, même si le christianisme n'a jamais été la première religion dans ces régions, il était présent. Ensuite, il y a eu aussi des rencontres marquantes entre des chrétiens et des Mongols, ou en tout cas des habitants de ces contrées. Bien sûr, on pense à Marco Polo, donc au Moyen-Âge, qui était un marchand, mais qui avait des liens, bien sûr, avec le christianisme, et surtout avec, pour le coup, des missionnaires. Le plus connu est sans doute Guillaume de Rebruck. On a aussi Jean de Plancarpin, donc des franciscains, qui ont fait des voyages à la cour des Khan et qui ont rappelé, en fait, dont les écrits témoignent de la rencontre des religions dans ces contextes et de la dimension tolérante, au fond, des cours des grands empereurs mongols. Et il y a eu des influences, du coup, réciproques. Alors, des influences réciproques, sans doute, qui sont bien sûr difficiles à discerner.
Mais le fait est, je pense que le voyage du pape dans cette Mongolie actuelle renoue quelque part le fil avec ce passé lointain, ce passé médiéval, donc d'échanges, de dialogue, d'intérêt mutuel. Alors, quels ont été les différents temps forts de cette visite du pape François en septembre dernier? Alors donc voilà, visite pendant 4 jours, donc du 31 août au 4 septembre. Qui a été vraiment placé sous l'égide de l'espérance. Hein. Le thème de la visite pontificale, c'était espérer ensemble. Donc déjà ça fait sens, bien sûr. Hein. Espérer par rapport, je pense, justement à la situation géopolitique complexe dont on a parlé tout à l'heure. Espérer aussi parce que le pape a rendu visite à l'une des plus petites églises du monde, église catholique du monde, hein, puisqu'elle a quelques centaines de membres, autour de 2000 membres, 1500 membres. Bon. Donc vraiment une église minuscule. Et donc le voyage du pape était placé sous l'égide aussi de la défense de la liberté religieuse. Hein. On sait que c'est un des thèmes qui préoccupe le Saint-Siège et aussi, je dirais, tous les leaders religieux et humanistes, au fond. Hein. Donc défense de la démocratie, défense de la liberté religieuse, défense de la paix, bien sûr, hein, dans ce contexte géopolitique complexe. Quand on voit les tensions qui existent du côté du Tibet, du côté du Xinjiang chinois et des Ouïghours, du côté de Taïwan, du côté de l'Ukraine pour ce qui est de la Russie. Donc le voyage pontifical est à considérer avec tous ces enjeux pour en fait à la fois encourager les chrétiens locaux, les catholiques en particulier, encourager sur le dialogue œcuménique et interreligieux sur place, marquer aussi l'importance de la compassion, hein, puisqu'en effet l'un des thèmes... D'ailleurs, il a créé la Maison de la Miséricorde. La Maison de la Miséricorde, exactement. C'est-à-dire que Sa Sainteté le Pape, sur place, a bien sûr eu des temps de rencontre avec les autorités du pays, autorités politiques et culturelles, mais il y a eu aussi comme temps fort, en effet, la rencontre des travailleurs dans le domaine caritatif et la création de cette Maison de la Miséricorde, qui est bien sûr ouverte à toutes les personnes qui en ont besoin, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint cette vertu de la compassion qui est très présente dans la tradition bouddhiste aussi. Exactement. Donc il y a aussi cette communauté en fait d'intérêts, de principes, enfin de valeurs du côté de ces deux grandes religions. Pour l'amour-compassion, le fait de ne pas séparer l'amour-compassion de la recherche de sagesse, de sainteté, hein, de considérer qu'au fond c'est de la même chose, hein, c'est inséparable. Et je pense que c'est important de signaler aussi que c'est donc la première fois qu'un pape allait dans cette région, mais quand on considère les voyages pontificaux depuis Jean-Paul II, on voit que le nombre de voyages vers des pays d'Asie, vers des pays bouddhistes, augmente. Hein. Le pape François est celui de tous les papes qui allait le plus souvent dans des pays bouddhistes. Et là, je crois que ça montre aussi l'importance, en effet, de ces relations christiano-bouddhiques qui se développent, en fait, et auxquelles donc le Saint-Père accorde de l'importance, et aussi, bien sûr, les autorités bouddhiques, notamment mongoles, mais plus largement des différents pays. On peut penser d'une certaine façon que si le pape est allé en Mongolie, c'est un peu comme s'il était allé rendre visite aussi au Dalai Lama. Bien sûr, le Dalai Lama, c'est intéressant de le préciser. Voilà, il ne peut pas aller le visiter au Tibet et pour cause, mais d'une certaine façon, donc la Mongolie, qui est ce grand pays appartenant à la tradition bouddhique Vajrayana, eh bien le pape lui a rendu hommage et en lui rendant visite, et dans l'idée là aussi de favoriser ces échanges mutuels, cette rencontre, ce dialogue christiano-bouddhique. Alors, le pape n'a pas été qu'en Mongolie au mois de septembre. Il s'est rendu aussi à Marseille. À Marseille, en France, exactement. C'est un hasard? Je pense en fait qu'on peut considérer ces deux voyages, donc l'un au début du mois de septembre, l'autre à la fin, comme faisant un ensemble en quelque sorte, comme faisant un couple. Hein. En effet, il y a cette visite vers les périphéries extrêmes de l'Église catholique et une périphérie par rapport à notre Europe évidemment. Hein. Donc cette lointaine Mongolie, la rencontre aussi des religions non chrétiennes, en l'occurrence du bouddhisme. Et puis Marseille, c'était la rencontre au fond des périphéries chez nous en quelque sorte, hein. La Méditerranée, bien sûr, la rencontre entre les monothéismes et l'accueil, cette fois, à la miséricorde pour les personnes en difficulté ici, à commencer par la figure du réfugié, du migrant. Donc là, on voit que ce sont des choses qui tiennent à cœur, bien sûr, au pape François, et que, là encore, le lointain et le prochain sont liés. Alors, il y a une autre visite qui a été importante en Mongolie cette année, on en a parlé tout à l'heure, c'est la visite du président Macron. Oui, ben là, je pense que c'est à voir aussi avec cette dimension géopolitique. Hein. Bien sûr, le religieux et le politique ont des liens très forts, hein, on le sait tous. Et en l'occurrence, il y a un intérêt en effet des puissances occidentales pour la Mongolie. La Mongolie elle-même cherche
des soutiens, des appuis. Et on dit que les élites mongoles et le gouvernement mongol développent ce qu'on appelle la politique du troisième voisin. De quoi s'agit-il? Alors voilà, les deux grands voisins historiques, pour le pire et pour le meilleur, que sont la Russie et la Chine. Et le troisième voisin, en fait, c'est le reste du monde. Hein. Et notamment, par exemple, la France, ou l'Europe, l'Union européenne. Et aussi le monde catholique, le monde chrétien. Hein, qui sont donc voilà, à la fois, on a rappelé ces liens anciens, mais en même temps, bon, bien sûr, qui sont peu nombreux dans ces régions. Et là, on a eu affaire, en effet, à un temps fort de rapprochement. Et je pense une chose qui m'a frappé aussi, c'était le fait que, d'une certaine façon, que le pape François aille en Mongolie et rendre visite aux quelques centaines de catholiques locaux, ça faisait penser aussi au voyage de sa sainteté le Dalai Lama dans les pays occidentaux, ou au voyage de Kalo Rinpoche, ou du Sian Karmapa. Au début de l'implantation du bouddhisme, exactement. Et donc là, il y a aussi une sorte de symétrie, hein, dans l'idée, au fond, que c'est précieux qu'il y ait la liberté religieuse partout, et qu'il y ait, par exemple, des chrétiens dans des pays de tradition bouddhique, et aussi des bouddhistes dans des pays de tradition chrétienne, ou musulmane, ou juive, ou autre, parce qu'on a tous besoin de cette diversité, de s'enrichir mutuellement de nos différences. Et alors vous, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de la Mongolie? Il y a une très belle exposition à Nantes. Oui, donc il y a aussi le côté culturel qui est mis en avant. Bien sûr, et qui souligne aussi ces échanges et ces liens entre la France et la Mongolie. Moi, donc la chose qui m'a le plus frappé dans le fait d'approfondir cette histoire de la Mongolie et de son lien avec le bouddhisme, c'est de voir comment ces peuples des steppes, qui ont eu un rôle très important dans l'histoire et qui ont régulièrement été dans une figure quand même pour le moins ambiguë, c'est-à-dire avec beaucoup de destruction, quand même des poussées d'invasion avec des grosses destructions. Eh bien, ce cycle, hein, qu'on avait vu avec les Xiongnu, avec les Huns, avec les Mongols, avec d'autres peuples encore, c'est en fait achevé à partir du moment où la Mongolie est, j'allais dire, vraiment en profondeur devenue bouddhiste. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui donne à penser aussi. C'est-à-dire que parfois, on se demande quelle est l'importance, la contribution historique du bouddhisme à l'histoire du monde. Et là, on a une contribution absolument considérable d'avoir pacifié ce peuple mongol conquérant et parfois destructeur. Bien sûr, c'est schématique ce que je dis. Hein. Il y a beaucoup d'autres causes à prendre en compte, des phénomènes complexes. Le fait que le bouddhisme a été utilisé aussi par les empereurs chinois, justement pour domestiquer les Mongols, en quelque sorte. C'est pas simple. C'est pas simple, mais en tout cas, si on regarde la grande image, on peut considérer que d'un pays marqué par des violences et par des conquêtes successives, on est passé à un pays très religieux, qui a certes subi des persécutions, mais qui aujourd'hui voit renaître un intérêt pour le bouddhisme et pour les différentes religions. Et j'espère que ça augure d'un avenir meilleur pour nous tous. Alors, juste une dernière question concernant le Bogdo Gheghen. On l'a vu, donc il a été reconnu par le Dalai Lama, très récemment d'ailleurs. Il l'éduque aussi, c'est ça? Alors oui, le Bogdo Gheghen, jeune enfant tulku, renaissance du 9e Bogdo Gheghen, va en effet, autant qu'on sache, parce que c'est une question assez, non pas secrète, mais en tout cas discrète, il faut le protéger, cet enfant, bien sûr. Et donc, il est censé être éduqué sans doute à Dharamsala, auprès du Dalai Lama, probablement. Autant qu'on puisse le savoir pour l'instant. D'accord, et donc ce sera la grande figure... Une des grandes figures là-bas. Voilà, et avec aussi un enjeu très important parce que traditionnellement, c'est l'une des figures qui peut être aussi amenée à se prononcer dans la question de la renaissance du 15e Dalai Lama, de la reconnaissance du futur Dalai Lama. Et donc là, on voit aussi les enjeux, bien sûr, spirituels et religieux propres au bouddhisme, mais beaucoup plus largement des enjeux politiques et géopolitiques liés à cet avenir. Merci infiniment pour tous ces éclairages, Éric Vincent. Merci. Et encore un bon Noël. Merci. Pour continuer ce beau voyage en Mongolie, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tibet-Mongolie, grand récit de voyageurs sur les routes interdites d'Emmanuel Michel chez Editis Éditions. Sagesse de Mongolie de Galzan Tangan et Badbayar Jaler Dovdon aux éditions Borealia. Et enfin, je vous rappelle l'excellent livre de Dominique Dumas, Bouddhisme de Mongolie aux éditions Connaissance et Savoir. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons à nouveau de très belles fêtes de Noël.